Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, émission littéraire au cours de laquelle nous recevons auteurs, autrices, écrivains, écrivaines de nos belles Laurentides. Aujourd'hui, une autrice jeunesse prolifique, Annie Vincé. Bonjour, Martine. Bonjour Annie. Bonjour. Annie, la carrière a commencé non dans la littérature comme telle, non dans l'écriture, mais plutôt dans l'enseignement de la langue, enseignement du français et enseignement de l'histoire. Est-ce que c'est au cours de l'enseignement qu'est arrivée l'écriture ou après que la réflexion s'est faite, tiens, me mettrais-je à écrire? Ça a été quoi le petit déclic, le déclencheur? Bien, il y a eu un élément déclencheur très important, c'est le fait justement qu'en tant qu'enseignante de français, j'ai dû lire beaucoup de romans jeunesse, puis je cherchais des livres que j'avais envie de faire lire à mes élèves. Et puis, j'ai invité, dans le cadre de mon cours de français, l'auteur du livre La route de Schliffa, que je faisais lire à mes élèves, c'est Michèle Marino. Et elle est venue à quelques reprises rencontrer mes élèves dans ma classe et elle avait un enthousiasme tellement contagieux qu'à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas moi? Ça avait l'air tellement agréable d'écrire, puis le rapport avec le livre, ça a toujours été important pour moi depuis mon enfance parce que, comme je dis souvent à mes élèves, à l'époque, on avait 4 postes de télé, 2 en français, 2 en anglais, puis une seule télévision. Alors, on avait beaucoup plus de temps pour lire. Puis j'ai des parents qui m'ont acheté des livres fréquemment. Alors, je suis tombée dedans là, quand j'étais petite. Donc, en tant qu'adulte, enseignante de français, j'ai eu la chance de discuter, de correspondre, de bavarder, de parler, d'enseigner, de côtoyer des adolescents pendant plusieurs années. 34 ans, je crois, d'enseignement. Oui, c'est ça. Ça donne le temps, en effet. À l'époque, ça faisait pas 34 ans encore, mais c'était déjà suffisant pour comprendre un petit peu les intérêts des jeunes, puis d'avoir comme une facilité naturelle à m'adresser à ce lectorat qui est quand même particulier. Oui, les comment adolescents. vous alliez les chercher, justement? C'était quoi votre façon d'aller les intéresser à la littérature, eux qui ont probablement, dans ces 34 ans-là, vous avez vécu l'arrivée de l'importance des écrans, etc., donc peut-être moins de lecture. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à aller les chercher, les intéresser, justement, ces adolescents-là? Bien, j'avoue que c'est sûr que c'est un défi. Hein? Puis Oui, je peux pas convaincre non plus tous mes élèves que des bienfaits de la lecture nécessairement. Alors, on espère par notre enthousiasme justement d'essayer de leur communiquer ça, puis de leur faire voir que quand on lit une histoire, on s'approprie les descriptions, on s'approprie les personnages, on a un concept individuel dans notre tête, on crée notre univers et nos images nous-mêmes. Alors, il y a un travail de l'imaginaire qui se fait qu'on n'a pas quand on regarde un film. Et donc, qu'on signale beaucoup d'ailleurs chez nos jeunes qu'ils ne s'ennuient jamais, ils sont toujours occupés, qu'ils soient occupés sur les écrans ou occupés à devoir performer ou faire quelque chose dans le sport, dans des activités parascolaires, à l'école aussi, bon, etc., etc., que on dit qu'il y a un imaginaire, il y a un monde imaginaire qui se crée moins et que la lecture favorise toutefois, n'est-ce pas? Ben absolument. Puis, parce qu'on se fait nos propres images nous-mêmes, évidemment. On ne nous les impose pas. Puis je pense que les récits que les élèves aiment, c'est quand ils se créent un lien entre eux et le personnage. Oui. Ça prend des personnages réalistes, à mon avis, et attachants. Mm-hmm. Puis, c'est ce qui fait que là, le jeune embarque dans l'histoire. Mm-hmm. Et parce qu'à cet âge-là, les longues descriptions qui en finissent plus, c'est pas ça, ça risque de les faire décrocher. Mais par contre, des problèmes personnels, des bons dialogues, auxquels ils peuvent des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Ça, je trouve ça important. Puis moi, ce que je leur dis, c'est qu'avec un livre, tu voyages dans le temps, dans l'espace, dans d'autres pays, dans un autre contexte. Tu apprends à connaître des gens. Oui. Puis je leur dis,
quand tu as lu un bon livre, puis que tu as aimé une histoire, là, quand tu la termines, tu as l'impression de perdre un ami. Oui. Puis là, il y en a qui me disent, oui, madame, c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que c'est ce que vous avez fait avec donc votre premier roman, Au sud du Rio Grande, auquel vous avez fait évidemment des suites, puisque là, on parle d'une trilogie. Est-ce que c'est ce que vous avez tenté de faire pour aller chercher l'intérêt de votre lectorat? Vous leur avez offert un ailleurs, peut-être? Ben, j'ai écrit connu, inconnu? J'ai écrit Au sud du Rio Grande avec tout mon amour pour la lecture et aussi en souhaitant écrire un livre que j'aurais souhaité pouvoir faire lire à mes élèves, finalement. Okay. Et puis d'ailleurs, c'est ça pour ça aussi j'ai créé... Oui, parce que justement, je veux pas oublier de le mentionner, c'est que vous en avez fait un outil pédagogique. Vous avez fait un outil pédagogique de vos écritures. Vous allez nous raconter, nous dire exactement lesquelles, mais vu que vous deviez toujours choisir des livres pour vos élèves, vous avez souhaité donc, comme en créer un que qui pourrait peut-être être utilisé dans les classes. C'est ce qui est arrivé avec Au sud de Rio Grande. Oui, il est utilisé encore après 20 ans de publication. Comme outil pédagogique. Comme livre obligatoire à lire dans certaines écoles. Puis, c'est ça, j'ai conçu les documents, les examens, les SAE, comme on dit maintenant, situation d'apprentissage et d'évaluation, qui viennent avec certains de mes romans, parce que j'ai quand même mon côté d'enseignante qui me donne la possibilité de concevoir des documents pédagogiques appropriés. Puis j'exploite des thématiques, j'essaie d'exploiter des thématiques dans mes livres qui permettent aux élèves de réfléchir sur certains sujets délicats. Dans le cas d'Au sud du Rio Grande... Oui, parlez-en. C'est sérieux, ça. Oui, c'est le trafic d'organes. Puis c'est quelque chose qui m'a absolument sidérée quand j'étais peut-être jeune et naïve, d'apprendre que dans certains pays, les gens sont tellement pauvres qu'ils sont prêts à se faire opérer et vendre un de leurs organes. Oui, et ça se passe justement dans un contexte de pauvreté. Et où vous avez voulu aussi faire valoir, apporter des valeurs aussi aux jeunes, j'imagine, les conscientiser sur la différence de vie dans ces pays-là. Oui, je peux pas faire de leçons de morale à qui que ce soit par le biais de mes livres, c'est pas ça. Je veux plus peut-être attirer l'attention sur des iniquités de là le fait que le livre se déroule au Mexique, parce que malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens bien au Mexique, il y a encore beaucoup de pauvreté. Puis j'ai été inspirée par entre autres, une émission de télé, comme je dis à mes élèves, que j'ai sorti de mon sac à dos de vie que je traîne en arrière de moi, dans lesquels je mets toutes sortes de choses. Puis bref, que ça reste dans ma mémoire pour plusieurs années. Et je m'étais inspirée, entre autres, d'une jeune fille de 8 ans qui vivait seule dans un bidonville de Rio de Janeiro. Puis elle fouillait dans un dépotoir pour trouver des trucs à revendre pour se nourrir, là. C'était vraiment de la survie. Puis c'était un groupe d'enfants qui vivaient ensemble. Je sais pas pourquoi, je me rappelle de son image, puis de son nom. Elle s'appelait Rosa. J'ai donc nommé mon personnage féminin. De son nom. Oui, c'est un petit peu, peut-être en hommage à cette jeune personne-là qui, j'espère, s'en est sortie, on ne sait pas, mais il y en a plein de Rosa, malheureusement, encore dans le monde. C'est encore très d'actualité. Exactement. Puis, puis c'est un jeune de Laval qui est mexicain d'origine, qui va en voyage avec sa mère, puis avec sa famille reconstituée pour aller passer du temps au Mexique dans sa famille. Puis, ça ne tente pas au début d'accompagner sa mère parce que c'est un voyage de 2 mois, tout l'été. Puis lui, il voulait rester... avec ses amis. Exactement. Mais là, il va arriver au Mexique, puis il va avoir comme un choc culturel qui va lui permettre justement de réaliser que finalement, lui, dans sa famille monoparentale, il est quand même confortable. Puis il y a des exemples concrets, parce qu'à un moment donné, il va vendre sa montre, il va vendre à l'époque, on appelait ça un baladeur, il va vendre sa caméra, il va vendre ses objets qui étaient tellement précieux pour lui au début, afin de pouvoir aider Rosa, dont il tombe, parce que elle est vieillie, elle est adolescente dans mon histoire, mais
il va tomber amoureux d'elle, puis il va vouloir l'aider à tout prix. C'est toute une prise de conscience pour un jeune et pour les jeunes lecteurs de prendre conscience qu'ailleurs, c'est différent, puis que probablement, ils sont très privilégiés. Exactement, puis c'est ça qu'il dit. Il dit, avec le prix de je vends un objet, puis elle, avec ça, elle peut s'alimenter pendant un mois. Fait que finalement, il se débarrasse de ces objets matériels. Fait qu'il y a comme une symbolique dans tout ça. Puis également, évidemment, la question du trafic d'organes, que ça aussi, j'avais lu dans une revue, je pense, National Geographic, je suis pas certaine, mais que les pays, ça se passe souvent dans des pays limitrophes, des pays en voie de développement qui ont une frontière commune avec un pays beaucoup plus riche, puis il se fait un trafic, finalement. En l'occurrence, là, vous parlez probablement du Mexique et des États-Unis, un pays riche avec un pays où il y a plus de pauvreté, disons, même si on est conscient que c'est ça. Donc, il y a un marché pour les reins, entre autres, puis pour les cornées dans cette zone-là. C'est le reportage que j'avais lu. Et donc, ça permet d'ajouter une dimension au roman. C'est pas juste un roman d'aventure, parce que c'est pas juste des sujets sérieux qu'il y a dans le livre. C'est un voyage. C'est une histoire. C'est une histoire, c'est un voyage. Oui. Il y a des épisodes loufoques, mais il y a quand même un contenu éthique sur lequel, puis moi, j'ai toujours aimé questionner mes étudiants là-dessus, les faire discuter, comme par exemple le chirurgien qui opère des personnes pauvres puis qui leur donne une somme quand même, somme toute, dérisoire, puis qui revend l'organe à quelqu'un de riche qui, lui, est malade. Est-ce qu'il va payer en conséquence? Évidemment. Donc, est-ce que cet homme-là est un sauveur ou un monstre qui exploite la maladie de un puis la misère de l'autre? Bon questionnement. Oui, puis ça suscite des discussions intéressantes là, avec la clientèle. Il était finaliste à un prix, n'est-ce pas? Oui, c'était le prix Monsieur Christie à l'époque. Les biscuits Monsieur Christie, ils offraient un prix littéraire pour les romans jeunesse qui étaient publiés à chaque année. Alors, votre premier livre, et en plus, il est parmi les finalistes. Il a fini deuxième, oui. Alors, bravo. Merci. Bravo. Et vous avez fait donc une suite pour en faire une trilogie. Donc, c'est toujours les mêmes personnages qui continuent. Ils vieillissent, ils évoluent. Je les amène en Europe. Le Rio Grande, c'est la frontière entre les États-Unis puis le Mexique. Puis dans mon histoire familiale, à moi, mon père qui est hongrois, qui a quitté la Hongrie après la guerre, qui a franchi la frontière à pied, qui a été réfugié, qui a travaillé comme mineur. C'est la question des frontières, pour moi, ça prend une dimension un petit peu dans mon patrimoine familial un petit peu différente. Puis c'est ce que j'explique quand je rencontre des lecteurs ou mes élèves, mais quand je rencontre des lecteurs dans les écoles, que une frontière, c'est une ligne imaginaire là, qui n'existe pas dans la nature, là, qui a été créée par des hommes suite à des traités, suite à des guerres, mais que cette ligne imaginaire-là, elle fait toute une différence selon qu'on est né d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est ce qui a donné naissance à ce roman. Puis les deux suites, j'amène mes personnages en Europe, sur les traces tout de suite des voyages que j'ai faits pour décrire des lieux que j'ai vus et toujours c'est une quête un petit peu de l'identité de certains personnages qui ont été adoptés puis qui veulent savoir d'où ils viennent puis qui retournent dans leur pays d'origine. Voilà. OK, on n'en dit pas tellement plus, mais l'intrigue est là et ça a l'air bien passionnant. C'est destiné aux jeunes je dirais 12 à 16 ans. Là, du secondaire, oui. Parfait. Quand on parle de frontières, dans votre première trilogie, vous avez écrit un conte hongrois. Pourquoi? Janos le courageux. C'est comme ça, Janos le courageux? János, oui, qui veut dire Jean. Oui, c'est Jean le preux ou le courageux. C'est un classique de la littérature hongroise qui m'avait été raconté par ma grand-mère, puis par mon père aussi. Et vous avez senti le désir de le partager? Pourquoi? Il s'intégrait bien dans une collection chez Lisatis, qui était une collection de contes traditionnels de différents pays. Alors, je l'ai écrit en français parce qu'il n'existait pas en français, puis il a été illustré. J'ai eu beaucoup de chance là, par une artiste bulgare extraordinaire, Daniela Zekina, qui a fait un travail là, Montrez-nous magnifique. Une petite image. Bien, je vais en trouver une. Puis, par exemple, ici, là, c'est la fée du lac. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Oui. Alors, un trait de crayon absolument splendide. Alors,
C'est Alors, un donc, petit cadeau. vous êtes là. allé dans vos origines Oui, absolument, hongroises. exactement. Maintenant, repose en paix, John Lennon. Je dois dire que celui-ci m'intrigue énormément, cher John Lennon. Oui, c'est tout un autre registre. Ça. Je me suis rendu compte à un moment donné, encore en discutant avec mes élèves, vous voyez que votre question de départ était très pertinente parce que mon travail d'écriture puis d'enseignante sont vraiment interreliés. Alors, je questionne mes élèves, je me souviens plus dans quel contexte, mais qui connaît John Lennon? Puis sur une classe de 30-34, j'en ai peut-être 4-5 qui lèvent leur main. C'est un vieux de la vieille. Ah oui, puis c'est une flou. autre génération. C'est flou dans leur tête. C'est pas un chanteur. Ah, je pense que c'est un Beatle. Bon, etc. Puis là, j'ai comme trouvé ça un petit peu dommage, là, qu'après comme une génération seulement, que sa mémoire est en train de s'évaporer comme ça, tranquillement. Puis, donc, je voulais faire connaître le personnage à cette génération-là, mais pas tellement. Je parle évidemment du musicien, puis l'univers des Beatles est exploré là-dedans, c'est sûr, mais je suis pas une spécialiste ou une biographe des Beatles, mais je voulais donner voix à un personnage qui est mort de façon imprévue et prématurée. Et tragique. Et tragique. Et violent. Oui. Puis comme j'ai découvert dans mes recherches en lisant son sujet, il est né, John Lennon, à Liverpool pendant les bombardements en 1940 et il est mort à New York, assassiné en 1980. Aïe. Et c'est quelqu'un qui a prêché pour la paix pas mal toute sa vie. Fait qu'il y a une espèce Mon de gros Dieu. paradoxe là, avec ce personnage. Entre les deux, absolument. là. Puis il était ici à Montréal dans fait. son bed-in, puis il a écrit la chanson Imagine, qui est absolument extraordinaire, qui est tellement d'actualité encore Et aujourd'hui. que les jeunes connaissent sûrement, Peut-être sans nécessairement savoir d'où elle vient ou le contexte dans lequel elle a été écrite, mais qui est une chanson mondiale de paix. Oui, de puis, réconciliation. oui, puis ces efforts qu'il a fait, parce que aussi j'explique un petit peu le mouvement hippie, la contre-culture des années, des fins des années 60 aux États-Unis, les manifestations contre la guerre au Vietnam, ce sont des choses qui font partie du patrimoine humain qu'on devrait connaître. C'est ça, ça dépasse le personnage de Lennon. C'est ça. Puis, mais je voulais pas en faire une biographie chronologique. Alors, j'ai conçu une espèce d'histoire un petit peu farfelue de jeunes qui clavardent sur leur téléphone, puis que, sans savoir trop pourquoi, ils se mettent à converser avec quelqu'un qui dit être John Lennon. Puis là, il y a tout au début, il y a un sentiment de frayeur. Mon Dieu, c'est un fantôme, c'est quoi ça? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, bien là, ils sont intrigués, ils continuent. Puis finalement, par une espèce de stratagème, là, avec le téléphone en particulier, ils se rendent compte qu'ils sont en train de discuter avec l'esprit de Lénine qui va leur demander d'accomplir une mission qu'il n'a pas eu le temps, lui, de faire. Oh! Et voilà. Merveilleux. Et ils vont pouvoir voyager et aller essayer d'accomplir cette mission-là. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. On arrête là. Repose en paix, John Lennon. Et mon Dieu, si tu peux éveiller la conscience de nos jeunes et que toute ton œuvre puisse s'expandre et se répartir à travers le monde. Ah, c'est magnifique. Puis j'ai pensé, parce qu'il y a d'autres personnages comme Lennon qui sont partis trop tôt, comme par exemple Anne Frank, qui m'a tellement touchée pendant mon adolescence. Oui. Je pense que ça peut être dans d'autres secteurs, d'autres univers aussi, comme Vincent Van Gogh, des gens Martin Luther King. Des gens marquants qui sont partis trop tôt, mais qui avaient encore beaucoup à faire. Oui, et que les jeunes de notre génération connaissent peut-être moins. C'est la professeure d'histoire qui parle ici. Mais autrement que professeur d'histoire du Québec ou du Canada, oui, c'est notre histoire mondiale, finalement. Oui. Mais là, il faut qu'on passe à autre chose, autrement, on n'aura pas le temps. On tombe dans ce magnifique album jeunesse qui est paru il n'y a pas très longtemps, je crois, et que je vais prendre la peine de montrer. Alors, allez-y, on parle des petits pas dans la... Moi, j'avais montré les images pendant que vous en parlez. Petits pas dans la neige. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, vous venez d'être grand-maman. Oui, merci. Est-ce que ceci aurait influencé cela? Bien, c'est arrivé un petit peu simultanément, je vous dirais. Mais là, c'est sûr que ça va m'inspirer encore plus. Mais non, j'ai pris ma retraite dans la belle région des Laurentides que j'ai toujours aimée. Puis... l'hiver, en forêt, avec les feuilles qui sont tombées, l'ensoleillement, oui, je vais aller chercher la cette luminosité de la neige, des promenades en raquettes en hiver, dans les Laurentides, ça apporte une sérénité qui, je pense, est peut-être propice à s'attarder à des petits détails. Comme quand on se promène à l'automne, on peut
en fait, moi, je m'arrête parfois pour observer un champignon ou une fleur sauvage que je connais pas. Puis je pense que c'est justement c'est le silence qui règne en nature qui nous rend peut-être plus ouverts à remarquer des choses comme ça. Alors, pendant la pandémie, pendant le confinement, je faisais des promenades en raquette, puis j'ai observé des traces de pas d'animaux dans la neige, puis je me suis rendu compte que je savais pas de quel animal il s'agissait. C'est ça, je me suis procuré une grande pancarte sur laquelle on trouve pas mal toutes les traces, puis j'ai essayé je les ai pris en photo, j'ai essayé de les identifier, tout ça. Puis ça m'a donné l'idée d'écrire pour les enfants. Ah, merveilleux, quelle belle idée! Parce que la forêt, quand on se promène, elle nous semble un peu déserte, hein? On est souvent seul, puis en regardant les traces, on se rend compte qu'il y a toute une communauté qui vit dans la forêt. Puis il y a vraiment une image très particulière d'ailleurs que j'ai adorée en regardant ce joli livre où on les voit à plusieurs. Ah, oui, voilà, c'est cette image-là en fait que je veux montrer, qui est très jolie. Et qui est en fait les traces multiples dans le bois. Elles sont pas toutes là, mais il y en a plusieurs. Alors ça, c'est très intéressant. Et en effet, c'est comme un peu c'est drôle parce que j'ai eu la réflexion sur les feuilles d'arbres dernièrement où je me disais, oh, que je ne suis pas assez connaissante des arbres de mon pays ou de ma forêt. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes entre traces, feuilles, petites plantes, champignons, etc. C'est vrai que la forêt est pleine de richesses. C'est très inspirant. Puis j'ai eu la chance. J'ai publié chez Lisatis, l'éditrice Madame Delaunoy a demandé à Madame Caroline Mérola de l'illustrer. Puis c'est poétique. Puis j'ai fait le texte en vers pour donner un rythme à la lecture. Et puis je pense que les enfants sont de façon naturelle attirés par les animaux. Peut-être qu'ils ont en commun leur naïveté, leur spontanéité aussi. Les enfants, ça dit tout ce que ça pense. Un animal, ça ment pas, hein, quand ils sont... Leur bonté, j'allais dire, leur gentillesse, parce que c'est pas, ils ne naissent pas méchants. C'est quand on les blesse, on les menace. Puis leur vulnérabilité aussi, en même temps, entre les petits-enfants puis les animaux. Alors, voilà, c'est comme ça que Petit pas dans la neige est né. Puis ça m'a fait découvrir le bonheur d'écrire des albums qui sont illustrés. Parce que quand l'illustration vient s'intégrer au texte, puis qu'on voit le travail d'une bonne illustratrice, comment elle peut faire rendre le texte magique par les illustrations. Moi, je pense que la grand-maman en vous va commencer à vouloir créer quelque chose pour son petit enfant. Parce que c'est en fait, c'est nouveau pour vous. Ah, c'est tout à fait nouveau, puis c'est un coup de cœur. Et il y en a un autre là, qui s'en vient. Oui, il y a son petit frère là. Alors, quel est-il, ce petit frère? Ça va être Petit pas dans le sable. Ça va être la version estivale. On va se déplacer à la plage, mais également aussi au bord des lacs pour parler de la faune des lacs, du tour des lacs, les castors, les huards, les oiseaux migrateurs, etc. Et il s'en vient quand, ce beau petit livre? Au printemps prochain. Oui. Ah, c'est une petite merveille. C'est de toute beauté, c'est bien écrit. Et puis, j'aime beaucoup la fin aussi parce que, bon, à travers tout ça, il y a quand même le pas humain. Mais bon, on va laisser le petit suspense là, mais c'est très joli aussi. Ça va jusqu'à la fin, c'est de toute beauté. Alors, sur la planche de travail, il y a pas mal de choses qui mijotent, Annie Lindsay. Oui, bien là, c'est ça. Alors là, Petit pas dans le sable Est-ce qu'il est terminé? Oui, il est terminé en ce qui me concerne. Et puis, oui. Et puis, j'ai également, là, sur le métier, un roman plus consistant, très consistant, même pour les jeunes adultes, qui touche au sujet du véganisme. Voilà. Et de l'éthique animale, qui est un sujet. Puis ça, ce sont des choses, je sais pas, on dirait qu'en vieillissant, avec le temps qui passe, on se met à réfléchir sur des choses pour lesquelles qu'on prenait pour acquises, sur lesquelles on réfléchissait pas avant. Et alors, entre autres, l'utilisation
de la fourrure dans un contexte uniquement décoratif. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, j'en ai porté de la fourrure déjà. On ne se questionnait pas là-dessus. C'était comme automatique, c'était normal. Est-ce que de nos jours, avec les matériaux qu'on a, synthétiques, etc., c'est encore nécessaire d'élever des animaux ou de les trapper afin de... Pour leur fourrure. Voilà. Alors, et aussi, également, l'alimentation, aussi, c'est un sujet, là, c'est deux sujets qui sont interreliés, que j'aborde dans ce manuscrit, là, sur lequel... ça va prendre ça va prendre quelle forme? Là, on parle pas d'un roman, on parle de quelque chose Non, de non, plus... c'est un roman. C'est un roman pour jeunes adultes. OK. Qui éveille la conscience par rapport... Bon, finalement, le véganisme, c'est vrai qu'on dit, c'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est ça, mais ça va beaucoup plus loin pour ceux qui le pratiquent vraiment de façon intègre. Oui. Hein? Oui, bien, le véganisme, c'est une façon de vivre là, qui dépasse l'alimentation. Oui. Mais encore là, de la même façon que je l'ai fait dans certains de mes autres livres, j'aime susciter des questionnements et des débats à teneur éthique. J'ai pas de réponse à apporter. Je suis pas spécialiste de ce domaine-là non plus, mais je suis témoin de ce qui se passe en ce moment et des conversations entre des gens pour qui c'est important de limiter ou diminuer ou arrêter complètement notre consommation animale parce que finalement, ben c'est ça. Alors que d'autres trouvent que ça fait partie, que nous, on fait partie de la chaîne alimentaire puis que c'est normal qu'on mange des animaux. Alors, à partir de là, la table est jetée pour plusieurs conversations intéressantes entre des jeunes, dans le cas du livre dont je parle, qui est pas encore publié, mais c'est ça, c'est des discussions entre jeunes, à savoir est-ce qu'il y a une exagération de part et d'autre? Est-ce qu'il y a un juste milieu qu'on peut trouver là-dedans? Puis... Mais parmi tous ces jeunes que vous tentez, que vous allez chercher, que vous tentez d'aller intéresser au sujet que vous apportez, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a déjà une conscience qui s'élève par rapport à... Ils sont nés là-dedans, ils sont nés dans ce tourment, dans cette recherche de réflexion, dans ce questionnement par rapport à toutes ces choses, alors que je trouve que c'est extrêmement adéquat, c'est tout à fait opportun, ces sujets-là. Et est-ce que ce n'est pas déjà en ébullition pour eux? Oui, mais paradoxalement, moi, comme enseignante dans une école secondaire où je voyais des centaines de jeunes qui portaient de la fourrure, sans jamais se questionner là-dessus. Insouciance par inconscience, par ignorance peut-être. Oui, aussi. Puis c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la méchanceté de la part de personne, c'est juste que peut-être, puis c'est... Je veux pas non plus encore là leur faire la morale. Puis c'est pour ça qu'à l'intérieur, le roman, le récit, c'est un véhicule extraordinaire pour apporter des questionnements. Puis, alors, les adolescents, ils sont à un âge, justement, où est-ce qu'ils forgent leur identité et... ils sont pleins de questions. Oui, puis comme l'alimentation, on mange ce que nos parents nous servent, ce que nos mères ou parents cuisinent. Et eux, ils cuisinent souvent ce qu'ils ont mangé, ce que leurs parents leur ont servi. Donc, à un moment donné, c'est peut-être pas mauvais de se questionner puis de dire, OK, ce qu'on appelle de la viande, dans le fond, c'est de la chair d'un animal qui a été élevé dans le but unique d'être abattu de façon à nous alimenter. Est-ce qu'il y aurait une alternative? C'est un questionnement extraordinaire, Exactement. Annie. Merci. J'ai pas de réponse. Non, pas de réponse, mais c'est sujet à réflexion. Exactement. Et je trouve que vous êtes vraiment l'enseignante jusqu'au bout des doigts, même dans votre carrière d'écrivaine. Et je trouve ça extrêmement intéressant de faire le lien, justement, ou d'emmener ailleurs cet enseignement que vous avez fait, mais que maintenant, à la retraite, peut-être vous traitez différemment, mais toujours dans l'intérêt d'enseigner aux jeunes. C'est le seul temps qu'il nous reste, Annie. Je vous remercie d'avoir été là. Merci pour ces belles écritures et cette... moi, j'appelle ça une belle conscience. Alors... ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup et on attend avec impatience la suite des choses. Merci. C'est la fin d'une autre belle émission. À la prochaine.